Je suis tout d'abord enseignant dans l'éducation nationale au niveau secondaire depuis une vingtaine d'années. Donc j'interviens tout d'abord en tant qu'enseignant. Je suis également père de 4 enfants. Donc j'interviens en tant que parent. Je suis l'auteur de quelques recherches sur le système et de fonctionnement de l'éducation nationale ces derniers temps, ce qui me donne une triple raison d'avoir cette petite prétention de donner mon avis sur le sujet. Donc voilà, j'apparais, je ne montre pas mon visage pour des raisons évidentes de pression que je pourrais subir suite à ce témoignage. Alors aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus le rempart moral, social, structurel, comme elle pouvait l'être avant. L'éducation nationale est devenue perméable à des influences néfastes de tous ordres, hein. Et notamment, elle est devenue perméable à la pression de certains lobbies, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient commerciaux, économiques ou commerciaux, qu'ils soient idéologiques. Donc il n'est pas du tout étonnant que l'application de la théorie du genre soit envisagée aujourd'hui à l'école, puisque aujourd'hui l'école ne protège plus, n'est plus protectrice. Elle expose les enfants, les parents, les professeurs aussi, à des directives qui viennent de beaucoup plus haut. On sait très bien que le monde libéral, je dis libéral dans le sens le plus vil du terme, a détruit petit à petit tout ce qui était un peu transcendant ou qui avait une valeur morale loin des intérêts terre à terre du monde libéral. La foi, par exemple, a été très mise à mal, l'attachement à son pays, la religion en général, aujourd'hui la famille, les enfants. Donc tout ce qui est plus ou moins sacré, entre guillemets, est régulièrement mis à l'épreuve pour laisser libre cours aux instincts les plus vils du libéralisme moderne. Donc pour comprendre aujourd'hui ce qu'est l'éducation nationale française, qui n'a de française plus que le nom, il faut envisager cette structure selon un ordre pyramidal. En bas de cette pyramide se trouve l'essentiel des personnes concernées, on va dire 99% des gens qui composent cette pyramide, et qui sont les enfants, les parents, les professeurs, documentalistes, enfin, les principaux concernés par les enjeux scolaires. On va dire qu'au bas de cette pyramide se trouve le peuple français. Autant le dire tout de suite, le peuple français, dans ce contexte-là, tout le monde s'en fout. Les voix des élèves, des enseignants ou des parents ne comptent absolument pas pour ceux qui sont en haut de cette pyramide. Et quand je dis que tout le monde s'en fout, je le dis sans retenue et sans équivoque, puisqu'il suffit de regarder des textes très explicites qui ont été publiés à ce sujet. Donc les gens qui œuvrent dans ce sens-là, dans la destruction de l'école, ne se cachent plus aujourd'hui. Ils le disent dans des textes qui sont très durs à lire pour pas que les gens les lisent, mais ils le disent quand même. Il suffit de savoir déchiffrer un peu pour savoir que le projet, sans être complotiste, est vraiment la destruction, on va dire, de l'outil qu'on appelle aujourd'hui l'école ou l'enseignement à l'éducation nationale. Au-dessus de cette masse de gens qui n'est absolument pas prise en compte, il y a un personnel de l'éducation nationale qui est là pour appliquer, surveiller, défendre, les recteurs, les inspecteurs d'académie, les principaux adjoints. Voilà, ce sont des gens qui appliquent des mesures qui leur viennent d'en haut. Parmi ces gens, il y a des gens très compétents, comme parmi les professeurs. Il y a aussi des gens très incompétents ou feignants, comme parmi les professeurs. Mais comme je dis, il y en a qui tiennent vraiment la route. Donc ceux-là ont une tâche d'application. Au-dessus de ce personnel éducatif, la structure éducative, se trouve le ministre de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui est une marionnette, on va dire, qui s'agite beaucoup, mais qui n'a plus la main mise sur beaucoup de choses. Il s'occupe des affaires courantes, on va dire, mais ne prend plus aucune décision.
et il nourrit son vide de profession, son vide professionnel par des mesures comme celle de l'application de la théorie du genre à l'école pour exister d'une certaine façon. Un peu comme le gouvernement socialiste a abandonné la question de l'économie et du social parce qu'il n'est pas capable de le faire, il l'a remplacé par des éléments sociétaux comme le mariage gay, l'adoption, etc., l'antiracisme, enfin que des choses qui lui permettent de combler son incapacité à régler les problèmes économiques et sociaux. Donc là, pour l'éducation, c'est un peu pareil. La marionnette qu'est le ministre de l'Éducation comble son vide par des décisions sociétales qui le font exister un peu. Alors au-dessus de ce ministre de l'Éducation nationale, il y a évidemment le président de la République qui lui ne parle jamais d'éducation, c'est assez étrange, ou alors pendant les périodes électorales, mais c'est très très rare, donc lui ne s'occupe pas de ça, apparemment c'est pas un sujet qui le passionne beaucoup, même si ses électeurs, même si les professeurs constituaient un fonds électoral non négligeable pour lui. Enfin, s'il n'y a pas que ce président, hein, tous les autres présidents faisaient pareil avant. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe en haut de cette pyramide. Alors, aujourd'hui, l'enseignement européen est chapeauté par une commission, par une commissaire de l'éducation, qui est inconnue de tout le monde, et qui n'est pas élue, donc elle n'a pas été désignée démocratiquement. Son rôle est de chapeauter donc les éducations européennes, elle convoque les ministres, elle les surveille pour voir s'ils respectent bien les consignes, elle les punit, elle les dispute, un peu comme des enfants. Enfin bref, elle veille à ce que les directives européennes soient bien appliquées dans tous les pays membres. Ce qui, entre parenthèses, est illégal, même selon les textes européens, puisque selon le TUFE, il y a 3 compétences européennes, les compétences exclusives, les compétences mixtes et les compétences d'appui. L'éducation fait partie des compétences d'appui, c'est-à-dire que normalement l'Union européenne n'est là que pour conseiller les ministres. Or, le rôle de cette commissaire va bien plus au-delà, puisque comme je vous le disais, elle les surveille, les punit, gratifie ceux qui suivent bien, ceux qui font du zèle. Voilà, elle n'hésite pas à réprimander publiquement ceux qui traînent un peu la patte, voire même à suggérer des coupes dans les subventions pour les États qui n'obéissent pas bien. Donc déjà, c'est illégal, mais ils le font quand même. De toute façon, on a bien compris qu'on n'était pas dans un système démocratique et légal. Donc voilà, la commissaire actuelle, alors elle change très souvent, de toute façon personne ne les connaît, donc peu importe. La commissaire actuelle s'appelle Wassilou, je crois. C'est une chypriote, c'est la femme du président de la Banque de Chypre. Elle a été formée donc en Angleterre aux techniques juridiques et commerciales. Elle a travaillé pour une banque qui s'appelle la Chartered Company, qui a pour activité, on va dire, sans détourner les mots, de profiter des richesses africaines et asiatiques pour le plus grand profit, on va dire, de l'élite anglo-saxonne, financière anglo-saxonne. Donc voilà, elle a ce parcours-là, donc elle n'y connaît absolument rien en éducation, elle a une formation de juriste et une formation commerciale, elle a travaillé dans le système bancaire, et elle se retrouve à la tête d'une commission qui gère les éducations nationales européennes. Donc déjà, là, il y a un problème. Cette pyramide n'est pas finie, puisque tout en haut de cette pyramide se trouve un groupe de pression, des groupes de pression qui sont connus ou moins connus, et qui, comme le nom l'indique, font pression sur cette commissaire pour appliquer des directives selon leurs besoins. Alors l'un des plus connus, c'est l'OCDE. Voilà, c'est un groupe de pression qui considère, par exemple, que pour faire tourner l'économie d'un pays, on n'a besoin que de 7% de la population, et que les autres ne constitueront, selon ces mots, ne constitueront jamais
une main-d'œuvre rentable, et donc voilà, finalement c'est pas trop la peine de s'en occuper, d'essayer de les amener à l'épanouissement intellectuel, culturel et à l'affirmation de soi, mais plutôt de les maintenir dans un système d'assistanat où ils ne seront pas dangereux, où on leur apprendra plus ou moins à devenir une main-d'œuvre nomade, manipulable et apatride. Donc tout ça, ce sont des textes qui sont sur Internet, hein. Il suffit de lire les rapports de l'OCDE. C'est dit noir sur blanc. Autre groupe de pression, on peut aussi mentionner la table ronde européenne, qui là est très impliquée dans ces affaires-là. Alors c'est un groupe moins connu qui réunit les 47 plus grandes entreprises, les 47 chefs des plus grandes entreprises européennes, Volvo, Petrofina, Total, et qui interviennent, qui se réunissent, et puis dans des commissions, dont la commission éducation, ils se réunissent et selon leurs intérêts, essayent d'obliger la commissaire à suivre certaines directives. Voilà. Le slogan de la table ronde européenne, de la commission d'éducation, est « L'éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique ». Voilà. Donc voilà quelle est la conception de la commission d'éducation de cette table ronde européenne. Pour illustration, alors il y a quelques années de cela, le président de la commission d'éducation de l'ERT, la table ronde européenne, était Patrick de Cornelis, je crois qu'il s'appelait, un Français, qui était PDG de Petrofina. Donc on se demande ce qu'il peut y connaître en éducation. Donc voilà, donc la séquence en sens inverse, c'est groupe de pression, commissaire à l'éducation européenne, président de la République, ministre de l'éducation, personnel éducatif, et tout en bas, donc l'ensemble des parents, des enfants, des professeurs, dont on se fout complètement dans un système comme ça. Mais on s'en fout complètement. Complètement. Donc après, c'est vrai que c'est très facile quand on entend taper sur les profs à dire que ce sont des feignants, toujours en maladie, etc., etc. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens comme ça dans tous les groupes, il y a des brebis galeuses, et des gens qui font pas leur métier. Maintenant, moi, je connais des profs qui font très bien leur métier, qui ont la vocation, et qui, si le système éducatif tient encore, c'est sûrement grâce à des gens responsables qui font leur métier honnêtement. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des professeurs incompétents, feignants, etc., etc., des principaux aussi. Mais il y en a aussi qui font le boulot, et la chose tient encore grâce à leur bonne volonté, leur professionnalisme. Mais c'est très facile de taper sur les profs et d'ignorer tout le reste de cette pyramide qui a rendu perméable l'éducation nationale face à un État qui n'est plus souverain, qui n'est plus fort et qui a laissé rentrer dans son école des gens aux intentions communautaires, commerciales, idéologiques, et expose nos enfants qui ne sont plus protégés de cela. Je vais vous donner le cas d'un professeur de philosophie qui s'appelle Olivier Bersou, et qui est donc professeur de philosophie au lycée Jérémie Delarue à Charlieu, dans la Loire. Donc ce professeur de philosophie a eu la bonne idée, évidemment neutre idéologiquement, d'emmener des élèves au cinéma stéphanois, donc de Saint-Étienne-le-France, au 7e festival gay et lesbien, dont la thématique était cette année-là « Homo d'ici ou d'ailleurs ». Donc organisé par la communauté gay, où ne sont présentés que des films sur le sujet, où sont invités des réalisateurs gays, et donc s'ils font ça entre eux, ça ne nous dérange pas, mais à partir du moment où on emmène des enfants dans des endroits comme ça, évidemment, ça devient du militantisme. D'autant plus qu'après cette séance de cinéma, il a organisé des séances de travail dans son lycée, en compagnie de 2 professionnels du cinéma, qui s'appellent Christophe Honoré et Gaël Moret, qui sont également gays, et qui sont auteurs du film Le Clan, où on voit donc des hommes dans une ambiance de complicité physique, on va dire. Donc ils ont travaillé avec les élèves pendant plusieurs semaines. Sur la plaquette de présentation de cet atelier mis en ligne sur Internet, on peut dire « En outre, sans les y contraindre », donc là c'est le professeur qui parle des élèves, « sans les y contraindre,
Ce sujet peut amener des élèves dans un festival de cinéma gay et lesbien à oser affronter la question de l'orientation sexuelle. Et de terminer, il faut dire que je ne les avais pas choisis tout à fait par hasard et que je les connaissais déjà bien. 2 d'entre eux ont fait leur coming out en rédigeant le scénario. Tu sais, je suis catholique. Ouais. Et ben quand je pisse, c'est comme si je me confessais. Ah ouais? Ouais. Je me sens bien. Je me sens léger. Ah bah c'est cool. C'est comme si mon âme était libérée d'un grand poids. Ah ouais, je vois. La seule différence, c'est que quand je pisse, ben, je ne me vois pas réciter 30 fois le Je vous salue Marie. Il y a des ouvrages consacrés sur le système éducatif qui devraient être obligatoires à lire pour tous les professeurs et même pour les parents. J'invite tout le monde à lire L'enseignement de l'ignorance, par exemple, de Michéa, où tout est résumé en 100 pages. Vous verrez que l'éducation nationale, le système d'éducation nationale n'est aujourd'hui plus rien de solide en tout cas. Et Michéa le détaille très bien et analyse très bien pourquoi. Cette lettre a été envoyée par les infirmières scolaires de l'école Germaine Tillon, qui est située à Lyon dans le 2e, récemment. Hein, c'est une lettre qui a été envoyée cette année. Les infirmières scolaires s'appellent Madame Duc et Madame Thomas. On les salue au passage. Je vais vous lire la lettre en entier, elle est très très courte, donc c'est aux parents des élèves de la classe de CM2. Madame, Monsieur, cette année, la classe de votre enfant va participer à une action d'éducation à la sexualité intitulée « Pour une éducation à la vie » avec les animateurs du service de santé scolaire de la ville de Lyon en partenariat avec l'enseignant. Votre enfant apprend à vivre en société et à trouver sa place en tant que garçon ou fille. Le corps et ses différences entre garçons et filles. Ensuite, la puberté. Ensuite, les différents modes d'expression de la sexualité. Donc là, ça commence quand même à devenir un peu coquin. Ensuite, la grossesse et la naissance. Et enfin, les dimensions sociales de la sexualité, entre parenthèses, normes, valeurs et lois. Donc voilà un exemple typique de lettre qui nous a été envoyé par un parent d'ailleurs, qui s'inquiète et qui a bien raison, où on apprend à des élèves donc, qui ont une dizaine d'années les dimensions sociales de la sexualité avec les rôles des normes, hein, entre normes et genre il n'y a qu'un pas, des valeurs et des lois, toujours ce poids lobbyiste, communautaire, des lois pour avoir les mêmes droits que... Donc là on a donné 2 exemples, à la fois en classe de CM2 et en classe de terminale, pour essayer d'ouvrir une grande parenthèse, mais les exemples sont très nombreux. Il est totalement inadmissible et irresponsable et traître de la part de responsables politiques de dire aujourd'hui que la théorie du genre n'existe pas et n'a pas à vocation, selon eux, à être enseignée dans l'éducation nationale française, qui est, comme on l'a vu, totalement soumise aujourd'hui aux diktats des lois de la Commission européenne et des lobbies qui font pression sur elle, nos présidents et ministres n'étant que les exécutants de ce diktat, qui sont là pour faire passer la pilule et servir de relais aux instincts lobbyistes les plus vils. Autant le dire tout de suite, le peuple français, dans ce contexte-là, tout le monde s'en fout. Les voix des élèves, des enseignants ou des parents ne comptent absolument pas pour ceux qui sont en haut de cette pyramide. Et quand je dis que tout le monde s'en fout, je le dis sans retenue et sans équivoque, puisqu'il suffit de regarder des textes très explicites qui ont été publiés à ce sujet. Donc les gens qui œuvrent dans ce sens-là, dans la destruction de l'école, ne se cachent plus aujourd'hui. Ils le disent dans des textes qui sont très durs à lire pour pas que les gens les lisent, mais ils le disent quand même. Il suffit de savoir déchiffrer un peu pour savoir que le projet, sans être complotiste, est vraiment la destruction, on va dire, de l'outil qu'on appelle aujourd'hui l'école ou l'enseignement à l'éducation nationale. Au-dessus de cette masse de gens qui n'est absolument pas prise en compte, il y a un personnel de l'éducation nationale qui est là pour appliquer, surveiller, défendre,
les recteurs, les inspecteurs d'académie, les principaux adjoints. Voilà, ce sont des gens qui appliquent des mesures qui leur viennent d'en haut. Parmi ces gens, il y a des gens très compétents, comme parmi les professeurs. Il y a aussi des gens très incompétents ou feignants, comme parmi les professeurs. Mais comme je dis, il y en a qui tiennent vraiment la route. Donc ceux-là ont une tâche d'application. Au-dessus de ce personnel éducatif, la structure éducative, se trouve le ministre de l'Éducation nationale, qui aujourd'hui est une marionnette, on va dire, qui s'agite beaucoup, mais qui n'a plus la main mise sur beaucoup de choses. Il s'occupe des affaires courantes, on va dire, mais ne prend plus aucune décision. Et il nourrit son vide de profession, son vide professionnel par des mesures comme celle de l'application de la théorie du genre à l'école pour exister d'une certaine façon. Un peu comme le gouvernement socialiste a abandonné la question de l'économie et du social parce qu'il n'est pas capable de le faire, il l'a remplacé par des éléments sociétaux comme le mariage gay, l'adoption, etc., l'antiracisme, enfin que des choses qui lui permettent de combler son incapacité à régler les problèmes économiques et sociaux. Donc là, pour l'éducation, c'est un peu pareil. La marionnette qu'est le ministre de l'Éducation comble son vide par des décisions sociétales qui le font exister un peu. Alors au-dessus de ce ministre de l'Éducation nationale, il y a évidemment le président de la République qui lui ne parle jamais d'éducation, c'est assez étrange, ou alors pendant les périodes électorales, mais c'est très très rare, donc lui ne s'occupe pas de ça, apparemment c'est pas un sujet qui le passionne beaucoup, même si ses électeurs, même si les professeurs constituaient un fonds électoral non négligeable pour lui. Enfin, s'il n'y a pas que ce président, hein, tous les autres présidents faisaient pareil avant. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe en haut de cette pyramide. Alors, aujourd'hui, l'enseignement européen est chapeauté par une commission, par une commissaire de l'éducation, qui est inconnue de tout le monde, et qui n'est pas élue, donc elle n'a pas été désignée démocratiquement. Son rôle est de chapeauter donc les éducations européennes. Elle convoque les ministres, elle les surveille pour voir s'ils respectent bien les consignes, elle les punit, elle les dispute, un peu comme des enfants. Enfin bref, elle veille à ce que les directives européennes soient bien appliquées dans tous les pays membres. Ce qui, entre parenthèses, est illégal, même selon les textes européens, puisque selon le TUFE, il y a 3 compétences européennes, les compétences exclusives, les compétences mixtes et les compétences d'appui. L'éducation fait partie des compétences d'appui, c'est-à-dire que normalement l'Union européenne n'est là que pour conseiller les ministres. Or, le rôle de cette commissaire va bien plus au-delà, puisque comme je vous le disais, elle les surveille, les punit, gratifie ceux qui suivent bien, ceux qui font du zèle. Voilà, elle n'hésite pas à réprimander publiquement ceux qui traînent un peu la patte, voire même à suggérer des coupes dans les subventions pour les États qui n'obéissent pas bien. Donc là, c'est illégal, mais ils le font quand même. De toute façon, on a bien compris qu'on n'était pas dans un système démocratique et légal. Donc voilà, la commissaire actuelle, alors elle change très souvent, de toute façon personne ne les connaît, donc peu importe. La commissaire actuelle s'appelle Wassilou, je crois. C'est une chypriote, c'est la femme du président de la Banque de Chypre. Elle a été formée donc en Angleterre aux techniques juridiques et commerciales. Elle a travaillé pour une banque qui s'appelle la Chartered Company, qui a pour activité, on va dire, sans détourner les mots, de profiter des richesses africaines et asiatiques pour le plus grand profit, on va dire, de l'élite anglo-saxonne, financière anglo-saxonne. Donc voilà, elle a ce parcours-là, donc elle n'y connaît absolument rien en éducation, elle a une formation de juriste et une formation commerciale, elle a travaillé dans le système bancaire, et elle se retrouve à la tête d'une commission qui gère les éducations nationales européennes. Donc déjà là il y a un problème.
Cette pyramide n'est pas finie, puisque tout en haut, je suis tout d'abord enseignant dans l'éducation nationale au niveau secondaire depuis une vingtaine d'années. Donc j'interviens tout d'abord en tant qu'enseignant. Je suis également père de 4 enfants. Donc j'interviens en tant que parent. Je suis l'auteur de quelques recherches sur le système et de fonctionnement de l'éducation nationale ces derniers temps, ce qui me donne une triple raison d'avoir cette petite prétention de donner mon avis sur le sujet. Donc voilà, j'apparais, je ne montre pas mon visage pour des raisons évidentes de pression que je pourrais subir suite à ce témoignage. Alors aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus le rempart moral, social, structurel, comme elle pouvait l'être avant. L'éducation nationale est devenue perméable à des influences néfastes de tous ordres, hein. Et notamment, elle est devenue perméable à la pression de certains lobbies, qu'ils soient communautaires, qu'ils soient commerciaux, économiques ou commerciaux, qu'ils soient idéologiques. Donc il n'est pas du tout étonnant que l'application de la théorie du genre soit envisagée aujourd'hui à l'école, puisque aujourd'hui l'école ne protège plus, n'est plus protectrice. Elle expose les enfants, les parents, les professeurs aussi, à des directives qui viennent de beaucoup plus haut. On sait très bien que le monde libéral, je dis libéral dans le sens le plus vil du terme, a détruit petit à petit tout ce qui était un peu transcendant ou qui avait une valeur morale loin des intérêts terre à terre du monde libéral. La foi, par exemple, a été très mise à mal, l'attachement à son pays, la religion en général, aujourd'hui la famille, les enfants. Donc tout ce qui est plus ou moins sacré, entre guillemets, est régulièrement mis à l'épreuve pour laisser libre cours aux instincts les plus vils du libéralisme moderne. Donc pour comprendre aujourd'hui ce qu'est l'éducation nationale française, qui n'a de française plus que le nom, il faut envisager cette structure selon un ordre pyramidal. En bas de cette pyramide se trouve l'essentiel des personnes concernées, on va dire 99% des gens qui composent cette pyramide, et qui sont les enfants, les parents, les professeurs, documentalistes, enfin, les principaux concernés par les enjeux scolaires. On va dire qu'au bas de cette pyramide se trouve le peuple français. De cette pyramide se trouve un groupe de pression, des groupes de pression qui sont connus ou moins connus, et qui, comme le nom l'indique, font pression sur cette commissaire pour appliquer des directives selon leurs besoins. Alors l'un des plus connus, c'est l'OCDE. Voilà, c'est un groupe de pression qui considère, par exemple, que pour faire tourner l'économie d'un pays, on n'a besoin que de 7% de la population, et que les autres ne constitueront, selon ces mots, ne constitueront jamais une main-d'œuvre rentable, et donc que finalement c'est pas trop la peine de s'en occuper, d'essayer de les amener à l'épanouissement intellectuel, culturel et à l'affirmation de soi, mais plutôt de les maintenir dans un système d'assistanat où ils ne seront pas dangereux, où on leur apprendra plus ou moins à devenir une main-d'œuvre nomade, manipulable et apatride. Donc tout ça, ce sont des textes qui sont sur Internet, hein. Il suffit de lire les rapports de l'OCDE, c'est dit noir sur blanc. Autre groupe de pression, on peut aussi mentionner la table ronde européenne, qui là est très impliquée dans ces affaires-là. Alors c'est un groupe moins connu qui réunit les 47 plus grandes entreprises, les 47 chefs des plus grandes entreprises européennes, Volvo, Petrofina, Total, et qui interviennent, qui se réunissent, et puis dans des commissions, dont la commission éducation, ils se réunissent et selon leurs intérêts, essayent
essaye d'obliger la commissaire à suivre certaines directives. Voilà. Le slogan de la commission, de la table ronde européenne, de la commission d'éducation, est « L'éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique ». Voilà. Donc voilà quelle est la conception de la commission d'éducation de cette table ronde européenne. Pour illustration, alors il y a quelques années de cela, le président de la commission d'éducation de l'ERT, la table ronde européenne, était Patrick de Cornelis, je crois qu'il s'appelait, un Français, qui était PDG de Petrofina. Donc on se demande ce qu'il peut y connaître en éducation. Donc voilà, donc la séquence en sens inverse, c'est groupe de pression, commissaire à l'éducation européenne, président de la République, ministre de l'éducation, personnel éducatif, et tout en bas, donc l'ensemble des parents, des enfants, des professeurs, dont on se fout complètement dans un système comme ça. Mais on s'en fout complètement. Complètement. Donc après, c'est vrai que c'est très facile quand on entend taper sur les profs à dire que ce sont des feignants, toujours en maladie, etc., etc. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens comme ça dans tous les groupes, il y a des brebis galeuses et des gens qui font pas leur métier. Maintenant, moi, je connais des profs qui font très bien leur métier, qui ont la vocation, et qui, si le système éducatif tient encore, c'est sûrement grâce à des gens responsables qui font leur métier honnêtement. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des professeurs incompétents, feignants, etc., etc., des principaux aussi. Mais il y en a aussi qui font le boulot, et la chose tient encore grâce à leur bonne volonté, leur professionnalisme. Mais c'est très facile de taper sur les profs et d'ignorer tout le reste de cette pyramide qui a rendu perméable l'éducation nationale face à un État qui n'est plus souverain, qui n'est plus fort et qui a laissé rentrer dans son école des gens aux intentions communautaires, commerciales, idéologiques, et expose nos enfants qui ne sont plus protégés de cela. Je vais vous donner le cas d'un professeur de philosophie qui s'appelle Olivier Bersou et qui est donc professeur de philosophie au lycée Jérémie Delarue à Charlieu, dans la Loire. Donc ce professeur de philosophie a eu la bonne idée, évidemment neutre idéologiquement, d'emmener des élèves au cinéma stéphanois, donc de Saint-Étienne-le-France, au 7e festival gay et lesbien, dont la thématique était cette année-là « Homo d'ici ou d'ailleurs », donc organisé par la communauté gay, où ne sont présentés que des films sur le sujet, où sont invités des réalisateurs gays, et donc s'ils font ça entre eux, ça ne nous dérange pas, mais à partir du moment où on emmène des enfants dans des endroits comme ça, évidemment, ça devient du militantisme. D'autant plus qu'après cette séance de cinéma, il a organisé des séances de travail dans son lycée, en compagnie de 2 professionnels du cinéma, qui s'appellent Christophe Honoré et Gaël Moret, qui sont également gays, et qui sont auteurs du film Le Clan, où on voit donc des hommes dans une ambiance de complicité physique, on va dire. Donc ils ont travaillé avec les élèves pendant plusieurs semaines. Sur la plaquette de présentation de cet atelier mis en ligne sur Internet, on peut dire « En outre, sans les y contraindre », donc là c'est le professeur qui parle des élèves, « sans les y contraindre, ce sujet peut amener des élèves dans un festival de cinéma gay et lesbien à oser affronter la question de l'orientation sexuelle. » Et de terminer, « Il faut dire que je ne les avais pas choisis tout à fait par hasard et que je les connaissais déjà bien. 2 d'entre eux ont fait leur coming out en rédigeant le scénario. » Tu sais, je suis catholique. Ouais. Et ben quand je pisse, c'est comme si je me confessais.